président de la République a demandé à tous les jeunes entrepreneurs de la diaspora congolaise de pouvoir regagner Kinshasa pour faire des affaires. Le retour politique de Joseph Kabila Kabange, la déclaration d'Emmanuel Ramazan Shadari autour de la gratuité de l'enseignement de base et réplique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ce sont les différents points que nous allons aborder tout au long de notre entretien avec M. Mathieu Takizala, entrepreneur et analyste politique. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. La compréhension entre le motocycliste et les forces de l'ordre a occasionné de pertes de vies humaines. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Quelle est la politique à mettre en place pour éviter tous ces désordres? Vous savez, en ce moment, en République démocratique du Congo, la perte de vie humaine des Congolais, ça ne peut pas nous plaire en tant que les républicains ou les compatriotes de ce pays. Mais ce que nous devons comprendre, chaque concitoyen, dans tous les domaines de la vie, et là en particulier, nous sommes avec nos amis Wewa ou motocyclistes de la ville de Kinshasa, ils doivent comprendre que l'espace public, c'est pour tout le monde. Et tout le monde doit vaquer avec des droits et des devoirs. Mais si on fait comme si que l'espace public devient une propriété privée d'une classe sociale, là, ça ne passera pas. Nous avons des tribunaux et des cours de justice dans la République. Si les gens des motocyclistes sont lésés quelque part, je pense que la meilleure façon aisée de régler ces genres de litiges et de prestations sociales, c'est d'aller dans les cours et tribunaux. Et puis, du côté des forces de l'ordre, on ne devient pas force de l'ordre pour créer un désordre. La force de l'ordre doit être là uniquement pour aider à sécuriser le bien et la personne. Parce que si on ne fait pas ça, la République va commencer toujours à sombrer dans la misère sociale ou les frustrations de l'insécurité. Et tout ce qui sont biens communs, biens de la République, en commençant par exemple le transport, parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, puisqu'on puisse avancer, on doit avoir le moyen qui peut nous déplacer, qui soit en bien et en masse. Donc on ne peut pas, qui ce soit vos raisons, ou que vous sentez que vous êtes lésé, de s'en prendre aux biens communs. Parce que le bus Transco, ça nous appartient à nous tous. Parce que l'argent... Parce que des gens, il y a d'autres qui oublient que nos autorités ne prennent pas le bus Transco, bien l'esprit de vie. Quand vous brûlez le bus comme Transco, esprit de vie, c'est la population, c'est vous qui perdez, non pas nos autorités, parce qu'ils ont leur jeep tous les jours, ils sortent le matin et partent au travail. Transco, c'est une société nationale de transport. Et Kinshasa a un petit privilège par rapport aux autres cités de notre pays. Mais lorsque vous avez ce privilège-là, d'avoir des bus pour se déplacer, et avec une subvention gouvernementale, parce que le prix où le transport est tenté d'appliquer, ce n'est pas le prix du marché. Donc le gouvernement, avec l'aide de l'argent qui collecte pour l'effort collectif, on subventionne ces transports. Et qui ce soit un compatriote, juge, avocat, maître, professeur d'école, si vous êtes lésé sur le territoire de la République démocratique du Congo, ça ne vous permet pas à brûler le bus Transco. Ça, ce sont des choses qui vont faire que la République va commencer à reculer. Alors, ce qui concerne aussi ses amis motocyclistes, c'est un métier. Il ne faut pas qu'ils prennent ça comme de la blague. Lorsque vous commencez à faire quelque chose comme une profession, il faut la faire d'une façon logique. Il faut aussi l'aimer. Donc, il faut l'aimer, parce qu'il transforme les femmes et les hommes et les enfants dans ces motos. Mais si ils sont aujourd'hui stigmatisés, représentés comme des bandits, je pense que même leurs clients ne seront pas vraiment fiers d'eux. Alors, messieurs, je pense que parmi les gens qui conduisent le moto, il n'y a pas qu'une société ou une population qui n'est pas surutilisée dans leur tête. Ils doivent valoriser le métier qu'ils sont en train de faire. Et du côté du pouvoir public, on doit identifier ces taxis-motos. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui achète un moto dans la ville et automatiquement sans carte rose, sans assurance, sans plaque, sans permis de conduire, sans formation, et il est injecté sur l'espace public. Monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous proposez à nos autorités pour que ces pareils cas malheureux ne puissent plus se reproduire dans ce pays? Parce que perdre nos frères et sœurs tous les jours, des fois, ça blesse. Ce que nous disons aux autorités publiques et aux autorités municipales, de prendre ces partenaires sociaux qu'on appelle le Wewa dans la ville, de les former
Et ces gens-là doivent être identifiés en commençant par le plaque d'immatriculation. Parce que lorsqu'un chauffeur commet des bavures dans la route, s'il est identifié par le plaque d'immatriculation, automatiquement, on peut s'en prendre à cet individu. Mais aujourd'hui, la plupart des motos qui sont dans nos villes, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Mais apparemment, c'est comme si dans ces pays, il n'y a pas une école où nos amis motocyclistes apprennent à conduire. Ils doivent être formés. Normalement, les motocyclistes sont formés par des auto-écoles. Donc, la première condition d'avoir le plaque d'immatriculation, le motocycliste doit montrer le certificat de formation qui prouve qu'il a été formé. Parce qu'il ne suffit pas de savoir déplacer le moto que vous êtes un professionnel. Non, ça, ce n'est pas normal. Et on va commencer toujours à tomber dans ces pièges des incompréhensions et des insécurités, et même jusqu'à brûler le bis Transco. Ça, ce n'est pas bon. Il faut que l'État prenne vraiment de bras de corps ces problèmes, parce que là, c'est le début. Ça peut dégénérer encore plus, parce qu'ils ne peuvent pas faire la loi eux-mêmes. Et à ce qui concerne les agents de l'ordre, l'autre fois dans ces pays, on avait le PP, qu'on appelait le PEM, qui contrôlait les agents de l'ordre qui ne respectaient pas leur travail et ni les concitoyens. Donc ça ne suffit pas uniquement d'avoir une arme et que vous croyez que vous êtes puissant par rapport aux autres. Vous êtes là au service de nos compatriotes. Parce que le soldat ou le policier est payé par l'argent public. Et l'argent public, c'est collecté par l'effort de tout le monde. Donc il faut faire ce travail avec aisance pour protéger, pour maintenir toujours la paix sociale sur le territoire de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent pour parler de retour politique de Joseph Kabila. Lui qui est sénateur à vie, quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, on se demande, tout le monde qui s'est dit, du côté FCC, ce Joseph Kabila qui doit retourner en 2023, d'autres classes politiques se disent non, mais non, Joseph Kabila ne peut plus retourner. Et vous, en tant qu'analyste politique, que dites-vous? D'abord, je vous remercie avec ces genres de sujets qui sont aujourd'hui, qui deviennent... Et, vous savez, le grand problème de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Au lieu de traiter des sujets de fond, mais à un moment, on cherche à se polémiquer. Nous devons savoir qu'entre CACH et FCC, ils sont en train de nous gouverner aujourd'hui. Parce qu'il y a un gouvernement de coalition. Le président Tshisekedi est le président de la République. La partie FCC est majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat et même dans nos régions, même dans la partie municipale. Donc aujourd'hui, avant de parler, on ne peut même pas dire, styliser l'expression rentrée politique, parce que le patron de FCC s'appelle Monsieur l'ancien président Joseph Kabila, et puis Monsieur Joseph Kabila est sénateur. Comment on peut utiliser? Il n'est pas en retraite, donc il est dans la politique active, parce que c'est lui qui coordonne ceux qui mais le problème qui se pose, est-ce qu'il peut postuler? C'est ça le problème. Mais madame, nous ne sommes pas arrivés dans le moment de campagne pour dire qui va postuler, tout ça, ainsi de suite. Parce que pour représenter devant nos compatriotes, nous devons avoir un bilan. Mais aujourd'hui, ils ont un mandat de 60 mois, donc 5 ans. Et nous ne sommes même pas à mi-mandat pour qu'on commence à se projeter pour les prochaines élections, qui sera et qui ne sera pas. Et en sachant que ces mandats, ils sont condamnés de travailler ensemble avec le CACH. Donc attendons qu'ils travaillent d'abord et qu'ils nous montrent le bilan de ces 5 ans. Et après, et même ils vont... Mais lui, il a déjà un bilan de 5 ans. Lui, c'est 18 ans d'ailleurs. Est-ce que lui, il n'a plus besoin de bilan, parce que tous nous connaissons le bilan de 18 ans? Oui, mais madame, ils ont un mandat. J'ai peur de me répéter. Ils ont un mandat. CACH et FCC... Là, on parle de Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale du PPRD, et non pas de la coalition FCC-CACH. Nous sommes les hommes avertis. Le plateforme FCC est piloté par M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Le plateforme politique PPRD, le président national de PPRD s'appelle M. Joseph Kabila Kabange. Maintenant, aujourd'hui, PPRD a plus de ministres au gouvernement et avec des gouverneurs, les députés et les sénateurs. Maintenant, ils ont un mandat ensemble avec CACH. Nous, les compatriotes congolais, nous attendons de la part de ces deux plateformes politiques, pas des polémiques, mais des propositions. Parce que le CACH et FCC doivent parler autour du gouvernement. Parce que les ministres qu'ils ont envoyés là-bas, ce sont des représentants du peuple. Donc le ministre qui doit faire le travail du peuple. Aujourd'hui, CACH et FCC doivent travailler d'abord pour ces mandats qu'on vient de les donner.
Et au niveau de mi-mandat, ils vont nous dire qu'aujourd'hui, regarde, le mandat que vous avez donné en 2018, sur le plan, par exemple, de l'éducation nationale, on a réalisé ça. Sur le plan, par exemple, de la sécurité, on a empêché que les motocyclistes soient en conflit avec les agents de l'ordre. Sur le plan, par exemple, de l'investissement, on a aidé les jeunes entrepreneurs congolais à gagner 10%, par exemple, de part de gâteaux sur le marché domestique. Et ce sont ces éléments qui peuvent permettre à nos compatriotes de voter en 2023. Mais c'est Mathieu, aujourd'hui, il y a une guerre autour du FCC Cash. Emmanuel Ramazan Shadari, lors de sa matinée politique à Lubumbashi, dit la gratuité de l'enseignement de base, c'est pas le président Félix Tshisekedi a commencé avec ça. Et le secrétaire général de l'UDPS qui répond à Shadari, voilà, le père de la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui deux plateformes qui sont en coalition, mais aujourd'hui ils s'en prennent entre eux? Est-ce ces deux plateformes sont en voie de divorce tel que souhaité par leurs militants ou comment? Je crois que lorsque vous posez déjà des bonnes actes, il faut continuer avec. Le pays est en paix. Ces deux acteurs que vous venez de citer, ils doivent être républicains dans leur camp. Il y a un gouvernement de la République. S'ils ont des propositions à proposer, parce que nous ne sommes pas en période de campagne, la campagne c'est fini, ils doivent proposer ça autour du gouvernement ou nos représentants qu'on appelle les élus, les sénateurs ou les députés provinciaux ou nationaux. Et c'est autour de ces réformes que nous les attendons. Parce que le pays aujourd'hui a beaucoup de gravité à traiter. Parce que n'oublions pas que dans le secteur de l'emploi, ces pays est en train de pêcher. Donc de plus en plus, près de 80% de la population qui ont à l'âge actif de vaguer, ils n'arrivent même pas à trouver un emploi. Et puis l'exode rural et l'immigration, ainsi de suite. Le peu des gens qu'on a formés de ces pays, ils sont obligés de se réfugier ailleurs avec des conditions que nous connaissons tous. Je demande à ces deux compatriotes qui ont posé déjà des actes de jalons, parce que le Congolais, l'esprit d'ensemble n'a jamais existé. Mais ils ont eu cette initiative qui est louable de se mettre ensemble. Ils sont en coalition, voilà, c'est ça. De se mettre ensemble, ils dirigent le pays ensemble. Renforcer. Ils sont ensemble. C'est ça. Donc, il faut maintenant continuer dans la lignée. S'il y a même, par exemple, des contradictions, ça doit être des contradictions fondées scientifiquement à base de projets sociétals pour que la République démocratique du Congo, et ils doivent être républicains parce qu'un républicain n'est pas là sur l'espace public pour polémiquer, mais pour faire que la nation sillonne dans de bonnes choses. Mais aujourd'hui, on s'est dit que le plateforme, ou soit les différentes coalitions, il y a toujours des problèmes. On voit du côté de la Mouka. Maintenant, là, avec le porte-parole de l'opposition, ça pose problème. Qui d'entre vous, Mouzitou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, et bon, Niamousi n'est plus de la Mouka, qui d'entre vous peut prendre ce poste de porte-parole de l'opposition? Je pense qu'un État, ça ne se construit pas autour des noms des gens. C'est autour des idéaux et des idées. Parce que nous tous, on partira. Mais ce qui va rester, ce sont des propositions qu'on va mettre sur l'espace public. Être opposition, ce n'est pas ennemi de celui qui est au pouvoir. Être opposant, c'est proposer des choses que l'autre peut-être a échappé, a oublié. Mais ce n'est pas se mettre des guéguettes comme vous êtes des ennemis. Nous sommes tous Congolais. Et du côté de l'opposition, c'est qui estime qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas diriger. Ils sont une force alternative par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Et moi, ce que je connais, qu'être opposant, vous n'êtes pas l'ennemi de l'autre, mais vous êtes l'adversaire de l'autre. Mais entre et à eux défaut, déjà... dans les autres sillons, pour que les choses puissent être nobles, vous verrez que les opposants occupent par exemple des postes dans des grandes villes, des sociétés étatiques, ainsi de suite. Nous sommes un pays, un cas d'école, où quand je suis opposant, mais on me propose d'être par exemple directeur d'une entreprise publique, comme c'est l'autre qui est au pouvoir, moi je ne peux pas être, j'attends mon tour. Non, la République restera et nous devons poser des jalons. Quittons le stade des individus. Moi, M. Mathieu qui est en face de vous, je vais partir, excuse-moi, mais il faut que les choses qu'on va commencer à poser sur l'espace public soient louables pour l'intérêt de la nation. Donc, les opposants du côté de nos amis de la Mouka, ils doivent, si le pouvoir pose des jalons qui sont louables, et ils doivent aussi se reconnaître. Mais là où ils voient que ça ne passe pas, ils doivent proposer
quittons l'opposition des dénonciations tous les jours. On leur a proposé déjà ce poste de porte-parole de l'opposition. Mais jusque-là, il y a un problème entre eux. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour désigner une personne qui sera porte-parole de l'opposition. Donc, je crois peut-être qu'il y aura encore un autre divorce de l'autre côté. Leurs idées, parce que l'arbitre de tout, c'est le peuple. Qu'il soit le pouvoir, qu'il soit l'opposition, l'arbitre de tout, c'est le peuple souverain. Je pense que leurs idées ou leurs propositions, le peuple jugera. Parce que vraiment, il ne faut pas qu'on soit prétentieux pour oh, je suis opposant, je suis du pouvoir. Non. Faisons de sorte que le peuple, à la fin du marathon en 2023, puisse se reconnaître à l'un ou à l'autre. Monsieur Mathieu, terminons avec notre dernier point. Lors de son séjour en Serbie, le président de la République, comme je l'ai annoncé tantôt, a demandé aux jeunes de la diaspora congolaise de pouvoir retourner au pays pour faire des affaires. Aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, ça pose un peu de soucis dans notre pays. Pourriez-vous d'abord nous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat? Voilà. Madame, ça tombe bien. Nous avons hérité ça de la colonisation. Avant, dans notre nation, on étudiait uniquement pour aller travailler chez l'autre. Et on n'étudiait pas pour être l'employeur vous-même et l'employeur des autres. Et ce cliché est révolu. Vous allez voir que les nations qui prospèrent, il y a d'autres compatriotes qui se mettent à la porte pour créer d'abord son propre emploi et créer l'emploi des autres. Et ces gens-là doivent être, surtout, nous sommes au niveau du chômage de masse en République démocratique du Congo, l'État tout seul n'arrivera pas à absorber ce déficit de 85% de la population. Et le nombre des entreprises qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo, ça ne suffit pas. Donc, il faut que l'ingéniosité des Congolais et qui prend cette gravité en créant des unités de production qu'on appelle des entreprises. C'est qui est un entrepreneur? Donc, ce que vous avez posé, c'est une question qui est louable. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais sauf ils sont dans le terrain informel. Vous voyez nos mamans qui a étudié, par exemple, à l'UPEN ou à l'Université de Kinshasa, au lieu de rester avec ce diplôme de licence à la maison pour prétendre atteindre l'emploi, mais se décide à vendre au marché de Matete, c'est déjà une entrepreneuse. Vous comprenez? Oui. Donc c'est déjà une entrepreneuse. Donc elle n'a pas attendu l'emploi, mais elle a déjà créé son propre emploi. Mais ce qui ne colle pas dans notre pays, c'est ce que je vous ai dit, ces emplois-là sont toujours dans l'informel. Et pas dans la formalité des choses. Vous allez voir que cette dame, l'intention était bonne, mais des années, lui-même, elle ne va pas évoluer, mais elle ne va même pas créer de la valeur du point de vue collectif. Mais lorsque l'entrepreneur est dans l'entrepreneuriat collectif, la personne va créer l'emploi pour lui-même et pour les autres. Et il y aura aussi ce qu'on appelle le soubassement, le taxe pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le niveau de chômage de la République démocratique du Congo, nos jeunes doivent entreprendre d'une façon formelle. Vous-même, vous êtes entrepreneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place cette politique d'entrepreneuriat dans ce pays? La formation, et pas uniquement la formation universitaire, mais la formation continue. Qui forme les entrepreneurs d'abord? En général, ce sont ce qu'on appelle les chambres consulaires. Chambre de métiers, chambre d'industrie, chambre de commerce, chambre d'agriculture, ainsi de suite. Mais vous voyez que dans notre pays, ces chambres sont absentes. Un entrepreneur, ça ne suffit pas uniquement d'aller au guichet unique et inscrire son entreprise dans ce qu'on appelle le greffe administratif. Mais avant d'aller au guichet unique, il faut que cet entrepreneur suive le parcours classique de l'entrepreneuriat. Parce que, admettons, la personne a fait la pédagogie. Mais la comptabilité, ça sera une grande problématique au sein de cette personne-là. Mais lorsque cet individu suit le parcours via les chambres consulaires, vous verrez qu'il va se former, il va comprendre c'est quoi d'abord la comptabilité. Et aussi l'absence du réseautage. Parce que l'entrepreneuriat vit aussi avec le réseautage. Moi, je suis dans l'automobile. Lorsque je suis dans un réseau des entrepreneurs
Il y en a qui sont par exemple dans le transport, il y en a qui sont par exemple dans l'industrie, ils ont des véhicules. D'office, il devient le client de M. Takizala. Or, l'entrepreneuriat congolais est d'une façon individuelle. Veut dire, l'entreprise, vous le créez, mais vous allez faire par exemple 5 ans ou 10 ans, vous créez pas de la valeur. Et ce qui manque encore, c'est quoi? Le financement. Parce que lorsque ces ingéniosités congolaises qui décident d'emboîter dans l'entrepreneuriat, ils doivent avoir des financements autour de ça. Nous, par exemple, chez Spécial Auto aujourd'hui, nous avons l'obsession de créer 40 000 emplois avec tous les projets qui sont autour de Spécial Auto. Parce que vous avez de moyens, espérons aussi avec d'autres jeunes, quand ils trouveront le moyen, ils pourront faire quelque chose. Oui. Parce que il y a d'autres qui ont des projets, ils ont cette volonté de faire, mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens. Monsieur Mathieu, le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin. Avez-vous un mot? Bon, en tout cas, je vous remercie d'abord. Je remercie l'entrepreneur qui a créé Vainqueur Télévision. Je remercie l'équipe technique de la rédaction du journal télévision et l'honneur que vous avez donné aujourd'hui à moi qui est un simple citoyen congolais, entrepreneur et directeur général de la société Spécial Auto, qu'on puisse analyser l'actualité de la République démocratique du Congo et puis épingler les problématiques de l'entrepreneuriat. Et c'est que nous demandons aux autorités de vraiment encourager ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat formel pour que ça incite dans le territoire congolais à beaucoup de gens de ne pas croiser le bras et de créer des entreprises parce qu'il y a un grand cancer dans notre pays. L'employabilité de notre population, 85%, une seule personne ne peut pas y arriver. Et puis l'exode rural. Donc, c'est autour des entreprises qu'au XXIe siècle, la République gagnera. Et aux politiques, il faut être des modèles, les exemples. Et venez avec vos véhicules chez Spécial Auto parce que l'obsession est de créer 40 000 emplois. Merci beaucoup. Toute la grande équipe de la rédaction de Vainqueur Télévision présente ses sincères condoléances aux familles éprouvées qui ont perdu le motocycliste. Nous vous présentons nos sincères condoléances et que le Seigneur puisse vous consoler. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.